Bonjour, lors de cette séance, nous allons continuer à étudier le fonctionnement d'un système automatisé ou semi-automatisé. On poursuit un petit peu ce qui a été vu la semaine dernière, enfin la séance dernière. D'abord, on va essayer de corriger l'exercice qui a été donné. Il s'agissait de compléter la chaîne d'énergie pour un sèche-cheveux. On voit un dessin de sèche-cheveux avec les noms des composants de ce système-là. Et donc, on va les utiliser pour compléter le contenu de la chaîne d'énergie. Bien, en source d'énergie, bien évidemment, c'est l'électricité. Et l'action souhaitée, c'est sécher les cheveux. C'est les deux bords de cette chaîne d'énergie. Et à l'intérieur, on voit les quatre blocs habituels: alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Alimenter est assuré par une prise électrique et le cordon électrique d'alimentation. Euh, Distribuer est assuré par un interrupteur qui permet d'allumer ou éteindre le sèche-cheveux et un bouton de réglage qui permet d'avoir plus ou moins d'électricité, donc plus ou moins de chaleur. Et le bloc convertir est assuré par une résistance chauffante, une résistance électrique. Et transmettre, ben, c'est la ventilation. Le ventilateur est l'embout du sèche-cheveux qui va transmettre aux cheveux l'air chaud qui a été produit. Et ainsi, la chaîne d'énergie est décrite pour ce système-là. Ici, c'est un ventilateur de rafraîchissement qui va donc utiliser comme source d'énergie l'électricité et qui va donc produire de l'énergie mécanique qui va, qui va produire un souffle d'air qui permet de rafraîchir. Et les quatre éléments habituels de la chaîne d'énergie, alimenter, distribuer, convertir et transmettre, sont assurés respectivement. Pour alimenter, c'est une prise électrique avec un cordon. Distribuer, c'est un interrupteur et un bouton variateur qui permet de donner plus ou moins d'électricité et donc faire tourner plus ou moins rapidement le ventilateur. Convertir, c'est un moteur électrique qui a transformé le courant électrique en mouvement de rotation. Et transmettre, eh bien, c'est les pales du ventilateur qui vont transmettre le vent souhaité, qui va brasser le vent et le transmettre à l'utilisateur de ce ventilateur. Donc la chaîne d'énergie étant ainsi décrite. On a encore un exercice, c'est compléter le document où on voit une borne d'éclairage solaire du jardin qui utilise de l'énergie solaire qu'il la stocke dans la journée. Donc elle doit avoir une batterie solaire. Donc la source d'énergie ici, elle n'a pas été complétée sur ce document, mais c'est le soleil, c'est l'énergie lumineuse. Et l'action souhaitée, ben, c'est éclairer le jardin. Donc, entre-temps, dans le bloc, dans la fonction alimenter est assurée par une batterie solaire. C'est une batterie donc, qui se charge progressivement dans la journée avec de l'énergie solaire. Et distribuer, donc c'est un interrupteur photosensible, un interrupteur qui permet de laisser ou pas laisser le courant selon si la luminosité est suffisante ou pas suffisante, c'est-à-dire quand il n'y a plus assez de luminosité à l'extérieur, l'interrupteur comprend qu'il fait sombre et donc il va laisser passer le courant et donc allumer la borne. À l'intérieur, le bloc convertir est assuré par une ampoule à diode, une ampoule avec de bonne performance et d'un bon rendement. Donc, transmettre, ces transmissions de la lumière vers l'extérieur, se fait à l'aide de petits systèmes qu'on appelle ça des déflecteurs de lumière. L'exercice que vous avez pas eu peut-être directement, vous allez l'avoir, mais je donne la correction quand même parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on est en train de passer aux séances suivantes. Et là ici, donc il y a une série de 4 exercices dans lesquels il faut
compléter à chaque fois la chaîne d'énergie. Ce sont ce genre d'exercices qui risquent de vous être demandés en contrôle ou en exercice, ou même on les retrouve un petit peu partout, mais en fait, il s'agit toujours d'essayer de compléter une chaîne d'énergie en compensant par les deux extrémités, c'est-à-dire la source d'énergie et l'action, et ensuite à l'intérieur les 4 blocs, les 4 fonctions qui sont classiques, qui reviennent tout le temps: alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Et à chaque fois, ces blocs-là sont assurés par des éléments différents. Donc ici, pour la première, il s'agit d'une ampoule, une lampe de bureau. Le bloc alimenté, la source d'énergie c'est le courant, l'action souhaitée c'est d'éclairer le bureau. Alimenté est assuré par une prise électrique et un câble, distribué par un interrupteur simplement. Convertir, c'est assuré par une ampoule qui va convertir l'électricité en lumière. Et transmettre, c'est les déflecteurs qui vont transmettre la lumière vers l'extérieur. Voilà, on passe au deuxième, c'est le four. Le four qui utilise le courant pour produire une cuisson, chauffer des aliments ou cuire des aliments. Donc, le bloc alimenté, pareil, se fait par une prise électrique et un câble, distribué par un bouton et un interrupteur et un bouton variateur qui permet aussi d'avoir un four plus ou moins chaud selon le besoin. Et convertir, c'est la pièce maîtresse du four, c'est une résistance électrique qui transforme l'électricité en chaleur. Et puis, transmettre, cette chaleur-là, elle va être transmise aux aliments grâce à une ventilation à l'intérieur du four. C'est grâce aussi à d'autres systèmes de transmission par rayonnement et par rayonnement ou par contact. Des fois, les aliments sont carrément en contact de la résistance, mais le plus souvent, c'est rayonnement ou alors convection, c'est-à-dire à l'aide de la ventilation. Troisième, donc une fois qu'on a corrigé les exercices qui ont été demandés, bien maintenant on passe à l'analyse du fonctionnement en général d'un système automatisé. Et là, on va s'intéresser à la fois à la chaîne d'énergie qu'on a vue la fois dernière, et puis à une autre chaîne qui est la chaîne d'information, et puis à l'association des deux. Donc, un système automatisé, eh bien, il reçoit d'une part les informations, de l'énergie, et il produit une action. Voilà. Ça, c'est le schéma type que tout système automatisé reçoit d'une part des informations, d'autre part de l'énergie, et il transforme ces deux éléments-là en l'action souhaitée. On va prendre quelques exemples de systèmes automatisés. Là, en fait, le schéma classique, on voit encore la chaîne d'information et la chaîne d'énergie qui sont un peu symbolisées ici d'une manière détachée, qui se trouve dessinée à l'intérieur du système. Le petit rectangle en pointillé représente ce qui est le système. Et puis, on va voir en détail ce schéma-là est très détaillé pour chacune des deux chaînes. Regardez, on observe le cas d'une voiture comme système. Bien, on se rappelle notre représentation pour retrouver la fonction d'usage de la voiture. Bien, on a du part rend service à qui? C'est les passagers. Elle agit sur quoi? Sur la route. Donc, la fonction d'usage qu'on peut décrire ici, la voiture permet de déplacer des passagers sur la route. Maintenant, comme système, je vous avais dit que ce système-là, qui est donc la voiture, doit recevoir de l'énergie, recevoir des informations et produire l'action souhaitée, c'est-à-dire avancer en sécurité sur la route. Alors, l'information donnée, l'énergie, c'est une énergie qui est produite par de la chaleur, parce que c'est des moteurs thermiques. Dans ce cas-là, il y a une autre façon aussi d'avoir de l'énergie, mais ici, si c'est un moteur thermique, c'est de la chaleur.
Cette chaleur-là, elle est produite par de la combustion. On verra le détail de comment se fait cette chaleur-là et comment se fait cette combustion-là et comment se transforme cette forme d'énergie en mouvement. Et puis les informations. La voiture, pour fonctionner, elle a besoin des informations qui lui sont données par des éléments extérieurs. Elle-même, elle est dotée de beaucoup de capteurs pour avoir des informations de l'extérieur. Et des informations surtout du conducteur, parce que le conducteur, il reçoit lui-même des informations de la route, et puis il les interprète et il agit sur la voiture pour la faire avancer comme il le souhaite. On regarde dans la partie énergie. La source d'énergie ici, c'est le carburant. La source d'énergie, c'est le carburant fossile, hein, c'est du pétrole, du gasoil ou de l'essence. Et on passe dans un premier temps, on regarde l'un après l'autre les quatre éléments de la chaîne d'énergie. Alimenter et stocker, c'est le réservoir qu'il y a dans la voiture qui va contenir la réserve d'énergie, donc qui a ce rôle-là. Distribuer, donc pour que cette énergie-là arrive dans le système, il y a une pompe qui va extraire le carburant du réservoir et l'introduire dans le moteur, et aussi une pédale au niveau de l'accélérateur qui permet d'informer au système de prendre plus ou moins de carburant, donc d'avancer plus ou moins vite. Bien, et après, une fois que le carburant a arrivé, eh bien, il faudrait que ce carburant-là soit converti. D'abord, il est converti d'abord en chaleur et ensuite en mouvement. Et pour que quand le mouvement est produit, ce mouvement-là va être transmis à l'aide de systèmes de transmission, boîte à vitesse et les roues, qui vont agir sur le sol et produire le mouvement. Produire le mouvement, permettre à la voiture d'avancer. Voilà. Donc dans la chaîne, l'énergie étant décrite. Regardons comment fonctionne le moteur à compression. Vous avez ici le moteur à 4 temps, c'est un moteur thermique hein, qui utilise. Donc là, il y a une animation qui montre les 4 temps, comment fonctionnent. Je vais les décrire en commençant par le premier jusqu'au 4e temps. Bien, le premier temps, voici, c'est l'admission. Le deuxième, c'est la compression et l'explosion et l'échappement au dernier. Alors, c'est un peu rapide cette animation et je ne vais pas tarder dans l'explication dans cette vidéo-là de ce fonctionnement, les détails de ce fonctionnement-là, mais en tout cas, c'est une technique qui permet d'utiliser le carburant et produire de la chaleur et beaucoup de chaleur et produire une explosion même qui va pousser un piston et produire un mouvement. Voilà, c'est tout un système ingénieux qui a été créé il y a longtemps, il y a fort longtemps, ce qu'on appelle ça la machine à vapeur, d'où s'inspirent maintenant tous les moteurs thermiques. Maintenant, regardons à la fois, on avait vu la chaîne d'énergie, regardons un petit peu tout ce qui est information dans le fonctionnement de la voiture. Bien, dans la chaîne d'information, il y a 3 éléments. L'acquisition, le traitement et la communication. Donc la fonction acquérir, traiter et communiquer. Donc acquérir des informations, eh bien, on a un tas de capteurs qui vont prendre les informations par rapport à l'état de la route, par rapport à l'état de la voiture, par rapport à l'environnement, au son, aux images qu'il y a autour de la voiture.
tout cela on va détecter toutes ces informations, soit la voiture elle-même, soit c'est le conducteur qui est là, qui essaie de détecter les informations à l'extérieur pour les interpréter lui-même. Et ensuite, soit c'est le conducteur qui va analyser ces informations-là en tant qu'être humain. Il va donc voir qu'il y a un virage devant lui à droite et il va comprendre ce qu'il doit faire pour faire tourner la voiture. Donc il va traiter cette information dans son cerveau pour générer le mouvement de tourner le volant à droite. Alors, soit c'est la voiture elle-même, grâce à ses capteurs, qui va détecter la pluie, le sol mouillé, qui va détecter qu'il y a une roue qui tourne moins vite que l'autre, etc., qui va prendre des décisions, traiter ces informations-là dans un ordinateur de bord, et ces informations vont être transmises, à, vont être transmises un bloc qui va communiquer ces informations-là à la voiture elle-même. Donc, comment on communique? On communique au système. Si c'est le passager, plutôt le chauffeur de la voiture, eh bien c'est ses actions lui-même sur la voiture. Donc là, c'est l'action de ses mains sur les pieds, les mains et les pieds, les mains sur le volant, les pieds sur l'accélérateur ou le frein, et puis il va donc communiquer. Ou alors c'est le système embarqué dans la voiture qui vont communiquer les informations à la voiture pour donner l'ordre d'agir sur le reste, sur l'autre chaîne d'énergie, faire tourner plus vite le moteur ou pas, arrêter les roues ou pas, de toute façon. C'est après avoir eu toutes ces informations-là, toute la chaîne d'informations, à un moment donné, le bloc communiqué, comme vous voyez là, va agir sur le bloc distribué. Donc il va donner à l'ordre de distribuer, de donner plus ou moins de carburant, c'est-à-dire de plus ou moins rouler vite, voire faire freiner. Donc toute la chaîne d'information se termine par une flèche qui va vers le bloc distribué de la chaîne d'énergie, et aussi éventuellement des informations qui sont juste là pour l'utilisateur. Par exemple, l'affichage de la vitesse de la voiture. On peut aussi lui afficher quelle est la vitesse de rotation du moteur. On peut lui afficher un certain nombre de choses pour information. Mais dans l'action, eh bien, ça va être du freinage, par exemple. Ça peut être une action de freinage ou une action d'accélération, donc distribuée. Donc si l'ordre est donné à augmenter la quantité de carburant, mais ça veut dire qu'on va aller rouler plus vite. Si au contraire on doit mettre moins de carburant, donc c'est-à-dire on roule moins vite, voire carrément utiliser le freinage pour s'arrêter. Bon. Donc la fonction acquérir, maintenant, c'est ce qui nous intéresse. On s'intéresse un petit peu à la fonction acquérir les informations. Donc acquérir, l'information, les informations qui viennent du milieu extérieur. Donc les informations peuvent venir d'un opérateur. Par exemple, il va appuyer sur un bouton, il va toucher un écran tactile, donc c'est l'opérateur, c'est l'humain. Ou des informations qui sont en provenance d'un autre système qui est adjacent, qui agit sur le premier, qui va lui donner des informations pour la suite, par exemple. Ou des informations qui sont de provenance d'un capteur. Par exemple, un thermomètre qui va mesurer la température, un manomètre qui va mesurer la pression, un luxmètre qui va mesurer la lumière, un détecteur de présence qui va vérifier s'il y a une présence ou pas. Tout cela, c'est des informations qui vont être acquises, qui vont être traitées ensuite, qui permettent après de prendre. On s'intéresse en particulier dans la chaîne d'information au premier bloc, le bloc acquérir, donc l'acquisition d'informations. L'acquisition d'informations,
Ça peut être par des capteurs comme l'anémomètre qui va mesurer la vitesse du vent, ou le capteur de présence sur un robot qui va mesurer la présence ou non d'un objet devant, qui prendra des décisions après en fonction de la présence ou pas. Mais acquérir aussi de l'information par rapport à... on peut avoir un détecteur de position qui va nous informer sur la position de l'objet ou la position suivant un axe droit, ou alors la position angulaire, c'est-à-dire on regarde de combien il a tourné par rapport à une référence. Donc, on voit ici sur cette image quelques capteurs qui sont utilisés dans les automatismes. Un capteur de flamme, c'est un circuit qui va détecter qu'il y a une flamme. Un petit capteur qui permet de mesurer la pression et de mesurer donc l'altitude. Donc, en fonction de la pression, on va déduire l'altitude. Un capteur qui permet de mesurer le son, la puissance du son, donc l'intensité du son. Un thermomètre à infrarouge, un capteur de lumière, une cellule photoélectrique. Une cellule photoélectrique, c'est un petit composant qui permet de transformer la lumière en courant, très faible courant électrique. Et puis, selon la quantité de ce courant-là, on va déduire si la lumière est forte ou pas. Donc cette cellule-là va nous informer beaucoup sur la lumière. Alors, il y a un autre capteur, par exemple un capteur d'humidité qui permet de mesurer s'il y a de l'humidité dans le sol ou pas, ou sur un mur. Alors, un capteur des ultraviolets, un capteur de présence de gaz, un thermostat, un capteur de pluie, vous imaginez à quoi il peut servir, et un compteur Geiger, c'est un peu un compteur qui permet de dire à quelle vitesse ça tourne. Donc, branché sur une voiture, ça nous donne la vitesse d'avancée de la voiture. Branché sur un vélo également. On pourrait brancher un compteur Geiger sur le vélo et avoir en temps réel la vitesse d'avancée du vélo. D'autres capteurs, j'ai remis le capteur de lumière, c'est la fameuse cellule photoélectrique dont on a parlé tout à l'heure. Un capteur de température, bon, ici simplement un thermomètre, c'est plutôt une sonde. Et puis un capteur de présence, on voit ça souvent maintenant de plus en plus dans les immeubles, etc., dans les installations. Ça permet de détecter une présence d'une personne et puis prendre des décisions, allumer la lumière par exemple, ouvrir une porte ou autre. Voilà, tout en haut, on voit une sonde de température. Ben, c'est quelque chose où c'est une espèce d'aiguille là qu'on va introduire dans un volume, et puis elle va chauffer et elle va conduire différemment le courant quand elle sera chauffée, et puis le système va interpréter, nous donner la température. La sonde de température d'en bas aussi, la deuxième, fonctionne à peu près sur le même principe. Ce sont des capteurs très utilisés. Donc maintenant, en général, un capteur, si on regarde son principe de fonctionnement, donc qu'est-ce qu'il y a à détecter et quel signal on peut obtenir. Bon. Alors, les éléments à détecter, c'est souvent on veut détecter la température, s'il fait chaud, trop chaud, pas assez, de la lumière, s'il fait très lumineux ou pas, la pression, on peut détecter un mouvement, on peut détecter une couleur, on peut détecter une vibration. Tout cela, c'est pour prendre des décisions après. Donc le capteur, lui, il va essayer de capter ces informations-là et les transformer en signal analogique ou signal électrique logique, c'est-à-dire signal avec du courant ou pas de courant, sans qu'il y ait des phases intermédiaires, ou alors un signal sonore ou un signal lumineux. Donc le capteur va sortir un signal qui va indiquer, qui est bien sûr corrélé aux éléments qu'il a détectés. Donc, parmi les capteurs, on peut avoir le thermomètre, une sonde, la cellule photoélectrique, le manomètre, l'accéléromètre, le détecteur de toute couleur, on en a parlé tout à l'heure. Donc, en fait, ce schéma-là représente un petit peu les capteurs
principe de fonctionnement d'un capteur. Donc, regardons ici quelques capteurs. Capteur de couleur, ben c'est un capteur qui, comme son nom l'indique, permet de trouver quelle est la couleur qui vient en face de lui. C'est très bien, ça a beaucoup d'utilité. Une photorésistance, c'est pareil. Une photorésistance, c'est un capteur qui permet de nous dire il y a combien de lumière qui est autour. Le capteur de ultrasons, eh bien c'est un capteur qui va mesurer les ultrasons, qui va mesurer donc les ultrasons et nous dire quelle est leur intensité des ultrasons qu'on ne peut pas du tout entendre avec nos oreilles, mais qui ont certainement une utilité à être mesurées. Une sonde de température, on l'a vu déjà depuis tout à l'heure. Un contour, c'est un capteur qui permet ensuite, grâce au contour, de déduire la vitesse. Donc c'est un très très bon capteur. Donc lui, il comptera les tours. Et puis si on le corrèle à notre système qui mesure le temps, avec ces deux-là, on va calculer des vitesses. Et puis micro-rapteurs, souvent, c'est des capteurs de fin de course, des capteurs qui vont nous indiquer à un moment donné s'il y a un contact ou pas, si on est en fin de course ou pas. Donc voilà. Donc dans ce schéma aussi, on regarde que l'entrée de la grandeur physique qui rentre dans le capteur, la sortie signal électrique. Le signal électrique de la sortie, c'est un signal logique ou un signal analogique ou un signal numérique. Trois types de signaux. Et le capteur, pour son propre fonctionnement, souvent il utilise aussi un petit peu d'énergie pour son propre fonctionnement. Alors maintenant, on va regarder un système que vous aurez bien sûr à compléter, que vous aurez après dans l'exercice qui est joint à ce cours. Vous l'avez un petit peu, vous devez un peu reprendre ce premier système-là qui est un volet roulant. Dans un volet roulant, c'est ce qu'en certaines maisons, on a un système avec une télécommande qui permet, une télécommande ou alors même simplement avec un bouton, un interrupteur, la télécommande permet de lever ou descendre les volets d'une pièce. Et pour cela, on voit, je vais parcourir la diapositive et vous avec moi en même temps, en partant de la gauche vers la droite et de bas vers le haut. Donc, on voit une LED clignotante et une carte électronique qui est destinée à interagir avec la télécommande, comprendre donc l'action souhaitée et l'action demandée par la télécommande, c'est ce système-là. Après, il y a un disjoncteur sur le tableau électrique qui permet de laisser ou pas laisser le courant passer. Pourquoi on dit disjoncteur? Parce que bon, s'il y a trop de courant, il va disjoncter et s'arrêter lui-même. Puis sinon, il laisse passer le courant nécessaire au fonctionnement du système. Mais après, il y a un moteur qui va faire tourner un enrouleur, un tube d'enroulement qui enroule donc le volet. On le voit ici en couleur moutarde, et le moteur on le voit en couleur bleue. Le moteur, et entre les deux, il y a un réducteur qui permet de diminuer un petit peu la vitesse de rotation du moteur et donc augmenter par la même occasion la force, parce que un réducteur va diminuer la vitesse et augmenter la force de rotation pour faire monter ce rideau-là. Le moteur, lui, tourne dès qu'il est alimenté, et puis il n'est alimenté que lorsqu'on appuie sur le bouton. Il y a un tas de systèmes qui permettent de dire ça y est, on est arrivé jusqu'au bout, il ne faut plus tourner. Donc il y a un détecteur de fin de course en haut et en bas qui vont montrer au système que le volet est déjà en haut, il ne faut plus faire tourner le moteur, donc il va arrêter de produire du courant. Donc voilà la fonction ici, complète, acquérir. Toutes les informations qui sont acquises ici, c'est simplement un détecteur de fin de course. C'est la seule information qu'on va détecter, qui permet, oui ou non, de laisser ou pas laisser le courant. Regardons un autre système, là, c'est une chaudière à gaz, avec une citerne de gaz qui va envoyer du gaz pour chauffer.
Bien, on voit ici dans ce système l'acquisition d'informations de température, parce qu'on a réglé un thermostat à 20 degrés Celsius dans cet exercice, dans cette représentation. Ça veut dire on s'attend à ce que le système fonctionne et essaye de réguler la température à 20 degrés, c'est-à-dire arrêter quand la température va essayer de la dépasser, et puis s'allumer pour si jamais il fait trop froid. Donc, on a tout un système qui va mesurer la température, qui va laisser ou pas laisser de gaz passer dans la chaudière pour réchauffer plus ou moins. Voilà, c'est un système de régulation. Et ici, vous avez ici tous les éléments qui sont nécessaires pour le fonctionnement de ce chauffage régulé. Regardons maintenant une barrière coulissante. Là aussi, vous allez avoir cet exercice-là à faire après. C'est une espèce de barrière de parking qui s'ouvre et qui se ferme. Donc, dans cette barrière qui permet de laisser ou pas laisser rentrer une voiture, avec un système qui permet, via une télécommande, d'ouvrir la porte pour pas descendre et l'ouvrir, donc de la voiture même on peut l'ouvrir. Il y a un récepteur radio antenne qui reçoit le signal pour l'ouverture de la porte. Et on a le système fonctionne grâce à un moteur plus un automate. Le moteur lui-même il va tourner et il va, grâce à un système de transfert de mouvement, de rotation en translation à l'aide d'une ce qu'on appelle une crémaillère, et puis le moteur tournant qui va entraîner la crémaillère et entraîner avec elle toute la porte pour l'ouvrir ou pour la fermer. Donc c'est un système relativement rudimentaire et simple qui fonctionne par bien. Voilà, je regarde le schéma à droite ici. À droite, eh bien, on regarde un peu sur l'aspect fonctionnel. Donc, ce qu'on veut, c'est déclencher automatiquement l'ouverture du portail. Ça, c'est un confort qu'on voulait avoir. Eh bien, pour l'obtenir, eh bien, il faudrait réussir à déplacer la porte sans descendre, avoir un système pour la déplacer, un système pour la commander et un système pour la sécuriser aussi, parce que bon, on ne veut pas qu'elle se ferme pendant qu'une voiture n'a pas encore fini de passer, surtout. Donc il faudra sécuriser le système. Et pour déplacer, on a deux choses, un moteur et une crémaillère. Ça permet de déplacer, oui, on a trouvé la solution. Commander, on a une télécommande et une antenne, c'est bien. Et sécuriser, on a un système de clignotant qui va indiquer attention, il ne faut pas rentrer parce que la porte est en train de se fermer ou en train de s'ouvrir. Et puis une photocellule qui permet de détecter la présence d'un objet, qui permet donc d'arrêter, de fermer la porte si jamais la voiture elle avait la bonne idée de s'arrêter en plein milieu. Donc voilà, on a sécurisé. Et dans la fonction service, les fonctions de service et les contraintes ont été décrites dans toutes les fonctions que je viens de dire. Donc les fonctions de service, c'est déplacer, commander et sécuriser. Et les fonctions, ce qui réalise ces fonctions techniques, c'est le moteur, le pignon, crémaillère. Voilà. Ce qui est en orange, c'est les éléments qui permettent de réaliser les fonctions de service. Alors, les exercices, je vous ai joint un document qu'il faudrait faire ces exercices-là et compléter les chaînes d'information, chaînes d'énergie. Cet exercice-là, le premier, vous l'avez sur le document joint à la vidéo. Donc vous avez exactement celui-là. Si vous ne l'avez pas, débrouillez-vous, faites un arrêt sur vidéo et copiez l'écran et créez votre document. Voilà, c'est exactement ça. Et puis il faut juste compléter le bloc acquérir, traiter, communiquer dans ce système-là. Et le bloc alimenter, distribuer, convertir et transmettre, donc la chaîne d'information d'une part et la chaîne d'énergie d'autre part pour cette porte et barrière coulissante. Voilà, c'est un exercice à faire
J'espère que vous trouverez de la littérature un peu partout sur Internet pour vous aider, si jamais vous n'avez pas pu le faire tout seul. Mais sinon, il n'est pas très difficile. Vous avez ici les noms des choses, vous avez le moteur, le récepteur, etc. Donc normalement, vous devez pouvoir remplir ces, ces cases-là sans trop de difficultés. Et ça ne prend pas beaucoup de temps de travail. Deuxième exercice, il y a beaucoup d'écriture dans celui-ci, mais il n'y a pas beaucoup plus de travail. Là, ici, on a un autre système, c'est une espèce de store qui permet de descendre le store quand il y a trop de soleil. Puis avec en plus, là il est luxueux parce qu'en fait, il y a un système qui va détecter s'il y a trop de vent et puis par sécurité remballer le store pour pas qu'il se casse parce que souvent ce genre de store n'aime pas trop qu'il y ait de vent. Alors là, il y a un petit appareil qui va, une espèce d'anémomètre, ça s'appelle, qui va tourner, anémomètre, c'est ça, qui va tourner très vite. Et s'il tourne très vite, ça veut dire que le vent est trop fort. Il va donner l'information au système qui va décider de remballer le store. Donc là ou encore, vous avez ici dans ce document tous les éléments nécessaires pour bien remplir les deux chaînes, la chaîne d'information et la chaîne d'énergie qui permettent de décrire le fonctionnement de ce store. La séance étant finie, je vous souhaite de bon courage. Je souhaite que vous faites rapidement les deux exercices. Je vous le dis, je vous rappelle que les exercices maintenant et dorénavant, je ne les prends plus après dimanche. Donc la semaine prochaine, après dimanche, ceux qui m'envoient après dimanche, je ne corrigerai pas. Je ne les prends pas en considération. Donc vous avez toute la semaine pour les faire. Donc je les publie à partir de lundi là. Donc vous avez la semaine pour les faire. Ce sont des exercices qui prennent à peu près un quart d'heure à les faire. Vous les faites. Vous les envoyez comme c'est indiqué. Et je vous remercie encore une fois. À bientôt, j'espère.